Bon, eh bien, écoutez, je crois qu'on est victime de notre succès. Il y a pas assez de place. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bien voulu participer à cette soirée. Donc, je voudrais tout d'abord remercier la mairie de nous avoir prêté la médiathèque. Je remercie Martine Galine et Bertrand Bonnard qui nous ont ouvert les portes pour qu'on puisse utiliser la maison. Je remercie Françoise aussi, la secrétaire qui s'est occupée de nous faire les affiches, qui nous ont fait tous ces trucs-là. Donc, merci à vous d'être présents. Je remercie mon fils Sylvain qui va nous filmer, parce que le but, c'est de cette soirée de pouvoir la filmer, l'enregistrer, et la laisser après à la médiathèque pour qu'on puisse la consulter si on a envie. Donc, voilà le pourquoi. Alors, une petite présentation. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Robert Boudon. Je suis né au Mattel il y a 73 ans et j'ai toujours vécu au Mattel. Et ce qui m'a un petit peu passionné dans ces trucs-là, c'est que j'ai toujours été intéressé par les problèmes de l'eau. Et comme depuis tout gamin, j'étais toujours dans les trous pour essayer de comprendre ce qui se passait dans les grottes. Et donc, à partir de là, on a essayé un petit peu de construire un truc. Alors, nous ne sommes pas les scientifiques. On s'appuie sur nos informations que nous avons pu récupérer. Et on va essayer de vous animer tout cela avec quelques anecdotes sur le passé. Alors, le but de la soirée, c'est de regarder dans le rétroviseur qu'est-ce qui s'est passé au cours des 100 dernières années, et même plus loin. Et à partir de là, voir comment on peut avancer, quelles sont les problématiques qui peuvent se poser pour l'avenir. Donc, voilà pour moi. Bonsoir tout le monde, moi Claude Guillon, je suis arrivé au Mattel en 79 et de suite je me suis intéressé effectivement à l'eau, à la vie du village et on a décidé de faire ça avant, en même temps que la mairie de Montpellier qui a fait des grandes conférences sur l'eau. Mais enfin là ça intéresse surtout ce qui se passe au Mattel. Donc on va vous le présenter en images. Avec deux périodes, vous allez voir, et on va déjà vous dire aussi d'où vient un petit peu le fond de notre terrain, le karst, qui permet à l'eau de ressortir au lirou et au lait. Donc l'eau naturelle. L'eau naturelle, c'est des rivières, des eaux souterraines et la faille des Mattel. Mais avant ça, on va remonter très loin en arrière grâce à des conférences qu'on a vues à Montpellier. Dont un géologue qui nous a bien expliqué le truc. Donc, 170 millions d'années avant, on était sous l'eau. Toute la région était sous l'eau, au fond de la mer, d'un océan. Donc, il est descendu pas mal de dépôts marins carbonatés, donc du calcaire. C'est descendu, ça fait une bonne couche de calcaire au fond de l'océan. Alors ça, c'était au secondaire. À l'ère tertiaire, 53 millions d'années avant, la plaque africaine est arrivée à rencontrer la plaque européenne. Donc deux plaques, c'est des plaques de tectonique des plaques. Deux plaques qui se rencontrent, c'est comme deux voitures, ça fait des plis. Donc, et là, le gros pli, ça a été les Pyrénées. Donc les deux plaques qui se sont rencontrées, ça a créé les Pyrénées. On passe très loin plus tard. À 6 millions d'années, avant notre ère, le détroit de Gibraltar se ferme. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau de la Méditerranée s'évapore. Les fleuves qui amènent l'eau dans la Méditerranée ne suffisaient pas. Donc la Méditerranée s'est retrouvée 1500 mètres plus bas. Et en se retrouvant plus bas, les fleuves coulaient plus fort. Le Rhône était descendu de 800 mètres. Et les roches karstiques qui étaient remontées entre-temps se sont creusées de galeries. Donc les galeries, comme la galerie du Lirou que vous verrez, elles datent aussi de là. Bon, les galeries dans le karst, c'est aussi parce que l'eau qui arrive par les pluies peut être assez acide, ça dissout le calcaire, et c'est ce qui donne d'ailleurs les stalactites dans les grottes. Et donc ça creuse les grottes. Bon, puis ensuite, Gibraltar s'est refermé et la Méditerranée s'est remplie. Parce que c'est quand même l'Atlantique qui remplit la Méditerranée. Il n'y a pas assez d'eau avec les fleuves. Voilà. Vous avez le temps de lire ça, D'accord. Donc là, tu fais voir le plus important qui apporte de l'eau, qui risque de faire des inondations,
c'est la Déridière. Elle part depuis Cazevieille là-haut, hein. Donc toute cette surface, quand il pleut fort, ça descend sur la Déridière, plus que le Lirou qui est... Fais voir le Lirou là. Voilà, ici. Voilà. Et plus le Rouquayrol, il arrive un peu plus bas que le village. Le York, il ne nous concerne même pas, hein. Donc dans les rivières, il faut qu'on se méfie surtout du côté des rivières. Donc l'exurgence du Lirou, il y a 2 grosses sorties. Il y en a une petite dans la vasque en bas, mais les 2 grosses sorties, ce sont aussi les entrées de 2 galeries. Hein, on vous le fera voir plus loin. Hein. Donc quand le Lirou sort, quand les pluies sont rentrées dans le karst, hein, dans les couches karstiques, ça ressort ici. Alors, on voit ici en bas la vasque où il y a encore un peu d'eau, parce que ça sort encore un peu par en bas. Ça sort encore un petit peu par les trucs d'en haut, là, par les galeries d'en haut. Quand ça sort vraiment beaucoup, vous voyez tout à fait l'autre côté, là, il y a la stèle en hommage à Lombard. Ben, l'eau arrive à passer derrière la stèle. Hein, donc ça fait une grosse cascade et on ne voit même plus les rochers. Hein. Donc l'eau du Lirou servait à beaucoup de choses. Naturellement à abreuver les animaux, à laver les futaies, enfin à énormément de choses, hein, mais tant qu'il coulait. Hein. Mais il servait aussi, jusqu'en 1920, au moulin à huile qui est à côté du pont. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, le pont, là, c'est celui qui va, quand on va aller, avant de tourner pour aller à Montpellier. Hein. Et là, pendant qu'on est sur cette image, vous voyez le pont avant celui qu'on a actuellement, qui était beaucoup plus bas et qui avait une pile au milieu. Et cette pile, en 1933, a arrêté des troncs d'arbres, ça a fait un embâcle et ça a inondé. La grosse inondation des Mattel, c'était 1933. On verra les niveaux plus tard. Deuxième utilisation aussi. Alors là, on va rentrer un petit peu dans l'histoire du village. Donc ce qui est intéressant de voir sur cette photo, c'est que comme vous pouvez le voir, tous les bois ici étaient nettoyés. Donc à l'époque, on coupait les bois, les chênes verts tous les 30 ans. Le chêne vert était utilisé pour faire du bois de chauffage, pour faire des charbonnières. On faisait des charbonnières avec pour faire du charbon de bois. On utilisait aussi l'écorce du chêne pour faire ce qu'on appelait de la rusque, qui était, on pelait l'écorce des chênes et on l'amenait aux tanneries, dans les tanneries pour tanner les peaux de bêtes. Et on l'amenait notamment à Montferrier. Montferrier, il y avait une tannerie dans laquelle on tannait les peaux de bêtes. Ensuite, on utilisait le... Hop, attends, voilà, ça y est. On utilisait les branchages. Les branchages servaient à chauffer les fours des boulangers à Montpellier. Donc, tous les jours, il y avait les charretiers qui chargeaient leurs charrettes de branchage et qui les amenaient à Montpellier pour les boulangers. Donc, ce qui fait que les bois étaient complètement nettoyés. Lorsqu'ils étaient coupés, il ne restait plus rien. Ensuite, il y avait le berger qui passait avec son troupeau et qui mangeait toutes les herbes qu'il pouvait y avoir. Donc, ce qui fait que ça rendait un terrain, comme vous le voyez ici, où tout est nettoyé. Donc, vous voyez un petit peu la problématique par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, plus rien n'est coupé et les risques d'incendie risquent de se développer. Alors, petite histoire par rapport à ça. Moi, j'ai mon grand-père qui est né dans une charbonnière en 1880. Donc, mon arrière-grand-père était charbonnier. Donc, on a amené toute la famille sur la charbonnière dans le bois pour faire le fameux charbon de bois. Donc, mon grand-père était né là-haut. Jusqu'en 1914, c'était surtout des gens du coin qui travaillaient dans les bois. Puis, il y a eu la guerre de 14. Guerre de 14, beaucoup de personnes sont mortes à la guerre, surtout des hommes. Et il a fallu, à la sortie de la guerre, trouver de la main-d'œuvre. Et donc, on est allé chercher de la main-d'œuvre chez les Italiens, chez les Espagnols. Donc, énormément de main-d'œuvre espagnole et italienne qui sont arrivées sur les Mattel pour pouvoir faire ce travail des bois.
Ensuite, arrive la guerre de 40. Guerre de 40, le travail des bois s'est arrêté. C'est le pétrole qui a pris le dessus. Et ensuite, on a eu moins besoin de bois et on s'est tourné vers le pétrole. Donc voilà un petit peu comment fonctionnait le village à cette époque-là. Alors, en bas, là, vous avez la lessive. La lessive, elle était faite dans des lessiveuses. Et ils n'avaient pas des produits des produits comme aujourd'hui. Il n'y avait pas Ariel, il n'y avait pas tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc les lessives étaient faites dans des lessiveuses. Et ce qui servait de nettoyage, c'était la cendre de bois. On faisait bouillir de l'eau avec de la cendre de bois et on mettait le linge à l'intérieur. La grand-mère de mon épouse était la lavandière des Mattel. Elle s'appelait Sophie. Et Sophie, elle lavait le linge pour les grandes familles du village. Donc régulièrement, elle lavait son linge. Si le lit roux coulait, elle allait le rincer au lit roux. Si le lit roux ne coulait pas, elle l'amenait à la source du lait avec une charrette. On rinçait le linge et on le ramenait ici. On le faisait sécher sur les abats qu'on appelle, sur les chênes de kermesse. On faisait sécher le linge sur les chênes de kermesse. Et en plus, il sentait bon après. Parce qu'il y avait du thym, du romarin, ça sentait super bon. Donc voilà pour ça. Et donc, pour pouvoir laver le linge, il fallait amener l'eau au château du village. Et pour monter l'eau au château du village, il fallait avoir des seaux. Et on montait de l'eau avec des seaux, et on faisait bouillir, et on revenait, et en avant. Et tous les jours, on allait chercher l'eau pour boire, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Enfin, il y avait l'eau aussi à la pompe, mais dans le village, il n'y en avait pas. Donc voilà un petit peu pour l'histoire, la petite histoire. Ensuite, je te laisse parler. Alors, donc, le Lirou, quand il coule fort, vous avez vu l'image tout à l'heure, on voyait les rochers. Là, on ne les voit plus. Hein. Donc, ça fait cette cascade-là. Là, on le voit dans son lit. Hein. Et ça, c'était avant la Déridière. Hein. Donc, la Déridière, ça s'est vu d'en haut, ça s'est vu d'en bas. Donc, la Déridière qui descend, là, avec sa cascade, qui peut être encore plus grosse. Hein. Après, tous les passages, les gués, on ne peut plus passer tellement il y a d'eau parfois. Hein. Alors, les eaux souterraines et les boulidous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un boulidou? C'est un trop-plein du réseau. On vous fera voir le dessin du réseau du Lirou en entier. Hein. Et quand l'eau sort par les deux grosses sorties du Lirou, il ne peut pas en sortir tellement plus. Un peu plus vite, mais pas tellement plus. Donc le réseau se remplit et un peu plus haut, dans la Déridière, il y a un gros trou, le grand boulidou, un moyen et 3 petits. Et donc l'eau sort par les boulidous. Donc on nous a signalé que le boulidou, ça voulait dire un peu de l'eau qui sort comme si elle bouillait. Hein. Donc ça c'est des boulidous. Alors voilà le réseau. Hein. Donc ici en bas, là, c'est les deux entrées que vous avez vues en photo. Hein. Donc là, c'est la galerie nord qui est beaucoup plus longue et il y a du gaz carbonique là. Donc Robert et moi, on a exploré tout le réseau, en haut, en bas, dans tous les sens. Hein. On a visité tout ça. Moi, quand j'y vais là avec mes petites filles, la dernière fois, elle me disait qu'elle arrivait difficilement à respirer à cause du gaz carbonique. Hein. Et cette galerie est plus courte. Elles se rejoignent ici. Et ensuite, arrivé ici, il y a de l'eau. Il y a de l'eau et pendant longtemps, dans le village, on s'est dit, il y a de l'eau, on va peut-être en prendre pour remplacer l'eau qu'on n'a pas assez dans le village. Donc pourquoi ça s'appelle les siphons lombards? Parce qu'il y a un spéléo qui est mort dans le premier siphon. On en parlera après. Hein. Donc il y a 2 siphons. 2 siphons, le premier, le deuxième, entre les deux, une salle sèche. Attends, mais je vais faire voir si tu veux. Voilà. Et après, ça continue. Mais là, c'était bouché. Cette zone était bouchée. Donc on pouvait rentrer dans le grand boulidou qui est là, mais on n'avait jamais trouvé le siphon terminal qui, lui, est très profond. On va vous le faire voir en coupe. Hein. Et ça a mis très longtemps avant d'être débouché. Et en attendant, le village et le spéléoclub de Montpellier et le génie rural essayaient de trouver l'eau ici. Alors,
pour essayer de vous renseigner par rapport à tout ça, il faut savoir que dans les années 1880, il y a un Anglais qui a commencé à se préoccuper de savoir où étaient les circuits d'eau. Voyant que tous les villages du coin, l'été, avaient des difficultés à s'alimenter en eau, et qu'il y avait cette rivière qui coulait de temps en temps, ils se sont dit, ce gars a commencé à se poser des questions, comment ça pouvait fonctionner, parce qu'ils n'avaient pas encore tout le système de dessous pour savoir comment ça fonctionnait. Et donc, c'est à partir de cette date-là que ça a commencé, qu'ils ont commencé à chercher. Et le fameux boulidou, le gros boulidou dont parle Claude ici, ce boulidou, je suppose qu'il s'est bouché pendant les inondations de 1933. Il y a eu énormément d'eau, énormément de cailloux qui ont circulé, et l'entrée du boulidou s'est bouchée, et on a pu retrouver dans les archives qu'en 1937, le grand boulidou avait été débouché pour pouvoir entrer dans la galerie. Et autre bouchure qu'il y a eu, c'est celle qui est ici, zone obstruée jusqu'en 1982. Donc jusqu'en 1982, on s'arrêtait ici et on ne savait plus ce qu'il y avait derrière. Donc on voyait de l'eau qui coulait régulièrement, mais on voyait pas par où elle arrivait cette eau. Donc on allait dans cette galerie, c'était bouché. Puis en 1982, les spéléologues ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils ont fait exploser la galerie, et ils ont réussi à déboucher un gros rocher qui obstruait la galerie. Et c'est pour ça qu'on est arrivé après au grand siphon terminal qui est ici. Et en attendant, on a fait des recherches. Oui. Alors, voilà. Donc voilà, là vous avez la vue en coupe du réseau du Lirou. Attends, je vais prendre le truc. Donc ici c'est l'entrée. Bon, on ne voit pas la galerie nord, hein. On n'a mis que la galerie sud, hein. Donc celle de gauche. Donc on descend, c'est en coupe, hein. On descend ici. Là, pour que les deux trucs rentrent sur la même feuille, on continue ici. Et là, en noir, c'est le premier siphon lombard. La salle sèche, le deuxième siphon. Après, ça remonte un peu, ça passe sous le grand boulidou, hein. Alors là, il y a les petits. Et si on continue le réseau, on arrive au siphon terminal qui, lui, il descend très profond, vous le voyez là, hein. Là, il a été exploré en plongée jusqu'à moins 78 mètres sous l'eau, à partir de cette surface-là, vous voyez. Donc là, quand on a compris plus tard que les siphons ici ne pouvaient pas donner l'eau pour le village, on est allé à chercher ici. Et vous verrez, on le pompe avec le suquet. Donc ça, c'est juste pour vous faire voir que les deux siphons, hein, et le spéléologue qui était passé d'ailleurs une première fois, il avait réussi à traverser avec son appareil de plongée, son scaphandre. Il était passé le deuxième siphon. Et 2 mois après, hein, il a voulu recommencer pour explorer un peu plus ici. Et il restait coincé là. Il y a plusieurs raisons, on ne sait pas trop, hein. Donc là on a mis un truc, un siphon est un obstacle particulièrement dangereux, hein. Donc avec mon voisin, ici présent, on est allé voir le réseau, le siphon terminal. Et là, il y avait de l'eau, mais il y en avait encore un peu plus. Et ça, c'était le réseau, le premier pompage du Suquet. Donc, pour trouver plus d'eau, il y a eu un deuxième pompage beaucoup plus en amont. Mais déjà, ça fait tout ce truc d'eau qui descend très profond, hein. Donc, pour les gens qui voudraient savoir où se trouve le Grand Boulidou, ben vous avez la source ici de l'exurgence du Lirou. Où on peut y aller en passant par là, on remonte la Déridière, on voit le Grand Boulidou, hein. On va vous le faire voir en photo, hein. Donc le Grand Boulidou à sec, hein, et quand ça déborde, donc le trop-plein, il est en eau ici, et l'eau du Grand Boulidou descend ici, rejoint l'eau qui arrive avec la Déridière, hein. Ça c'est la Déridière, vous voyez. Donc il y a un moyen Boulidou, là en ce moment les spéléologues ont fait sauter cette truc pour essayer de trouver une galerie. Si vous allez juste au-dessus du Grand Boulidou, il y a un trou maintenant, c'est le moyen Boulidou, et tout le long ici il y en a 3, donc ça s'en est un, la Déridière part vers là-bas, hein. Donc ça c'est un petit Boulidou qui rejoint la Déridière. Alors la création des montagnes en France, c'est Robert qui va vous en parler.
Alors, Claude a commencé à vous parler tout à l'heure de la création de l'ère tertiaire. Donc, constitution des Pyrénées, constitution des Alpes, de la Corse et du Jura, bien entendu, et en même temps, création du bassin méditerranéen, parce que le bassin méditerranéen était sous l'eau, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc, le bassin méditerranéen est ressorti, mais il a été pris en tenaille entre les Alpes et les Pyrénées. Et le fait d'être pris en tenaille entre les Alpes et les Pyrénées, ça a constitué des failles qui se sont constituées. Il y a eu plein de failles, ce qu'on appelle la faille des Cévennes et ce qu'on appelle la faille des Matelles. La faille des Matelles est en plein dans la faille des Cévennes. Elle part des Matelles et elle va jusqu'à Brissac, en largeur, et sur une profondeur qui peut aller jusqu'à 3000 mètres. Donc c'est vraiment... Alors c'est pas une faille sismique. Hein. Une faille sismique, c'est les continents qui rentrent un dans l'autre. Là, c'est une faille terrestre qui est liée au fait de la compression entre les Pyrénées et les Alpes. Et donc on a plein de failles qui ont été constituées entre les Pyrénées et les Alpes. On va passer à l'autre. Alors, au nord-ouest de notre village court une faille géologique d'environ 10 km de long et 1000 mètres de profondeur, et même ça peut aller encore plus bas. Cette faille divise un volume rocheux en deux compartiments qui ont glissé l'un par rapport à l'autre. Dans l'aquifère, terrain qui contient de l'eau de notre secteur, la faille contrôle le développement du réseau karstique principal qui contrôle à son tour les principaux flux d'eau souterraine. Le rôle écran joué par la faille des Matelles est variable en fonction de la situation hydrogéologique. Alimentation, si les réseaux sont pleins d'eau, dont la sortie de la source du Lez et la sortie des Matelles se retrouvent dans le même truc, dès que ça commence à baisser, la source du Lez a son propre réseau et le réseau des Matelles a son propre réseau. Si je ne me trompe pas, je parle sous l'œil d'Arnaud Vestier, qui est le spécialiste de la source du Lez. Alors, je continue. Donc, on voit cette faille terrestre qui a fait que c'est intéressant d'aller au Blidou là-bas, parce que ce que vous allez voir que les rochers, normalement, des montagnes, ils sont droits, et là, ils sont retournés. Donc vous avez des rochers qui sont à plat. Ces rochers se sont cassés au moment où il y a eu cette compression entre les Pyrénées et les Alpes. Ces rochers donc se sont cassés, certains se sont brisés en 1000 morceaux, donc on voit plein de petits boules, et les autres, ce sont des grosses pierres, on les voit, elles sont complètement cassées, mais que s'est-il passé au bout de 42 millions d'années, les pierres se sont ressoudées avec du calcaire. Donc vous voyez des cailloux qui sont complètement cassés, et dans les cassures, vous avez le calcaire blanc qui est venu ressouder les pierres. On le verra après. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder ces petits cailloux qui sortent. Donc on va le voir dans la diapo suivante, si tu veux bien. Là quand même, voilà, le réseau karstique, c'est dans le Jurassique beaucoup là. Et vous voyez que à partir de la faille, il continue ici. Hein. D'accord ? Donc tout ça, ça a glissé. Et la couche était ici, elle a glissé, elle est en train de descendre aussi ici. Hein. Donc là... Alors, là, je vous ai mis le plan des Matelles, avec d'un côté en bleu, là, tout ce qui est en bleu, ce sont les péréiroles. Vous avez construit vos maisons, c'est pas mal de personnes. Et sur ces péréiroles, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de pierres. De petites pierres, et c'est les fameuses petites pierres de la faille terrestre qui sont venues dans l'argile, alimenter l'argile, et qui se retrouvent là. C'est pour ça qu'il y a plein de petits cailloux, et vous avez beau les enlever, ça remonte toujours, parce que ça vient de la fameuse faille, au moment de la faille, qui a fait que ça a renvoyé les petits cailloux ici, ça a renvoyé toutes les argiles. Alors ensuite, en rouge, vous avez toutes les argiles qui sont à la maison de retraite de Notre-Dame-des-Champs, qui font le lien entre les deux serres que sont Montalet et la Tour de Vias, avec le pont des deux serres qui fait le lien. Et ensuite, le Yorg qui est au-dessus,
qui fait en même temps, qui permet de voir. Et vous pouvez voir que ces argiles sont très très dures et les viticulteurs qui avaient l'habitude d'avoir des terrains par là savent que c'était difficile de travailler cette terre. Et quand vous passez sur la route qui va sur Saint-Mathieu-de-Tréviès, vous verrez que les poteaux électriques qui sont plantés le long de cette route, ils sont en train de se coucher. L'argile travaille tellement que ça fait pencher les poteaux. C'est pas que Saint-Martin-de-Londres les a plantés de travers, c'est qu'au fil du temps, les poteaux sont en train de se coucher. Et c'est l'argile qui travaille. Et aussi sur les maisons. Hein. Et sur les maisons aussi, bien entendu. Un autre schéma de la faille des Matelles. Alors ici, vous voyez la source du Lèze qui coule normalement tout le temps. Hein. Et quand elle coule pas assez pour alimenter Montpellier, on a fait un forage très profond ici avec des grosses pompes et on va chercher l'eau en bas ici, dans le Cars ici, d'accord? Et nous, on est un peu plus haut, la source du Lirou, hein, donc c'est quand il a plu beaucoup ici que, là ça coule tout le temps, mais là quand il a plu beaucoup, ça sort aussi à la source du Lirou. Hein. Voilà la faille des Matelles entre les deux. Hein. Et le pompage du Suquet. Ah oui, on n'a pas vu. Et ici, pardon. Ici, c'est ce que la fac de géologie vient montrer à ses étudiants quand ils viennent dans la Déridière. Ils font voir sur des plaques dans la Déridière des mouvements. Par exemple, ici, en bas, ce morceau de pierre est parti vers la droite. En haut, il est parti vers la gauche. Et ce que disait Robert, que ça a fait des petites fissures qui se sont remplies, vous voyez, en calcaire plus blanc. D'accord ? C'est les soudures du rocher. Là, vous avez bon, ça c'est à une toute petite échelle, hein, vous avez un stylo qui donne l'échelle. Hein. Les puits publics, je continue. Oui, vas-y, continue. Alors, les puits publics du village, il n'y en avait que 4. Il y avait des puits dans les terrains, dans les maisons même, hein, mais il n'y en avait que 4 publics. Donc, il y avait le puits commun devant le tabac journaux, tout le monde voit, hein, mais avant, il était à l'intérieur du rempart de la 3e enceinte. C'est-à-dire que les gens venaient chercher l'eau en restant dans le rempart. Le puits de la Vierge, il est sous la statue. Bon, tout le monde voit où est la statue de la Vierge, donc il est dessous. Il a marché longtemps, on verra sur des photos. Le puits du Lirou, en bas de la rampe de la palissade. Alors lui, il a une histoire où vous allez voir que quelque chose dans le village d'intéressant. Et le puits neuf, derrière le vieux village, à l'entrée de Tabar et Combel. Hein, et là, il n'existe plus. Donc le seul qui marche encore maintenant, c'est le puits commun. Hein. Voilà où ils sont. Tabar, Combel, le puits neuf, en plein milieu du carrefour. Donc il y avait des voitures et un camion qui a emporté la dernière fois. Le puits du Lirou, qui est au bord du Lirou, il donne dans le Lirou presque. Hein. Le puits de la Vierge qui est là, il est la statue de la Vierge. Et le puits commun ici, hein, qui était avant, le rempart, il faisait ça, il passait en avant du puits et remonter là. Donc voilà le puits commun en 1912. Alors ici, c'était pas le bureau de tabac, c'était un boucher. Et on voit des carreaux vernissés ici et des crochets. On accrochait la viande dehors là. D'ailleurs, le boucher, il est là, monsieur Vincent, boucher ambulant. Le puits, le plan du puits, ici, hein, avec le puits commun de nos jours. Alors deux choses. D'abord, ici, ce puits donc, il est accessible avec on fait marcher un interrupteur, mais les gens qui ont la clé peuvent faire sortir par la manche à eau qui est là, hein, pour remplir les citernes et trucs comme ça. Et ce qu'on voit ici, c'est celui-là vu de devant, hein, on voit un niveau là. Ça, c'est l'inondation de 1976. Donc ça sortait un peu par les côtés du mur là-bas, ça s'est monté quand même jusqu'ici. Et ce qu'on voit ici, c'est pourquoi on a marqué un hommage à Michel Cambrai, parce que ce modeste travailleur espagnol, quand une année en 36 je crois, ouais, et le puits était à sec, et comme il était à sec, tout le monde pleurait à misère, hein, parce que c'était le puits principal quand même. Et lui, il a dit, mais si vous voulez, je descends, je creuse, je nettoie d'abord et je le débouche. Donc il s'est mis avec des baramines, il voulait mettre la dynamite. Le dernier trou de baramine qu'il a fait, boum, il a réussi à faire sortir l'eau.
Et le puits s'est rempli. Donc tout le monde l'a bien félicité et on a mis le village a mis ça sur le puits. Hein, le puits de la Vierge. Alors, le puits de la Vierge, vous avez là en photo Gaston Grasse. Gaston Grasse, pour ceux des Mattel, ils savent de qui je parle. Il avait des vaches, comme vous le voyez là, et il permettait aux gens des Mattel de pouvoir avoir du lait tous les matins. Donc Gaston gardait ses vaches, on allait chez lui tous les matins avec notre pot de lait et on allait chercher notre lait tous les matins, on avait du lait frais. On n'avait pas besoin d'aller à la montagne ni au supermarché pour aller chercher du lait. Et donc voilà ce qui était intéressant. Donc là vous voyez la place de la Vierge. C'est plutôt de ce côté-là. En 1936, après les inondations de 1933, il y a encore les cailloux qui étaient restés sur la place de la Vierge, tellement le Lirou avait débordé et la des rivières. Ici, là, vous avez la personne que vous voyez est floue parce qu'il est en train de tourner à manivelle. Hein. D'accord. Et bon, pour faire monter l'eau, pour abreuver ses vaches. Un petit détail, de l'autre côté du Lirou, on voit le puits du Lirou. Il y a encore son mécanisme en haut. En 1936, il n'y a plus de mécanisme, il y a un réservoir. Vous allez voir à quoi a servi ce réservoir. Le puits neuf. Alors, le puits neuf, il a été créé en 1876 et ils récupéraient l'eau dans la vigne qui était au-dessus, c'était la vigne de Mademoiselle Martin. Donc il y avait des drainages qui étaient faits dans la vigne qui permettaient de ramener l'eau jusque dans ce puits. Et ce puits arrivait péniblement à avoir de l'eau jusqu'à la fin du mois d'août, quand c'était pas trop sec. Mais c'était pas un puits source, c'était un puits qui récupérait l'eau de là. Donc ça permettait d'avoir un petit peu d'eau, sinon il fallait aller chercher l'eau au puits d'en bas. Et il fallait prendre notre urchou, comme on disait à l'époque, notre cruche, pour aller chercher de l'eau et pour boire et pour se laver. Parce qu'on ne se lavait pas tous les jours, on se lavait une fois par semaine dans une bassine et on se faisait la toilette. Donc il n'y avait pas les douches. Hein. Donc, attends, un dernier truc. Pardon, excuse-moi. On a gardé du puits. Maintenant, avec la route qui a été refaite et tout, il reste. Pardon, je le fais voir avec les doigts, c'est pas avec les doigts qu'il faut que je fasse voir. Là, il reste la sortie du trou du puits. Le puits est ici, il a été dallé par-dessus. Et il reste ça, mais comme il n'est plus alimenté en eau, il n'y aura jamais d'eau qui sortira, vu que les canalisations qui permettaient de l'alimenter ont été supprimées. Par les maisons qu'on construit au-dessus. Hein. Donc le puits du Lirou, donc au bord du Lirou, et voilà le réservoir. Alors ce réservoir, on va voir à quoi il a servi, c'est presque notre premier château d'eau. Hein. Avant qu'il y ait l'eau dans les maisons au Mattel, il y avait quand même quelque chose de très moderne, une douche municipale. Et pour la douche municipale, on prenait l'eau dans le Lirou, ici, dans le puits du Lirou, on le faisait monter, il y a 30 hectos ici, hein, d'eau, et il y a un tuyau qui longe le Lirou tout le long, qui passe sous le pont et qui va de l'autre côté, à côté de la mairie. C'était les douches municipales, on va les voir. Le problème des puits, donc, pendant l'été, c'était insuffisant. Hein. Par exemple, en 1908, regardez, on n'avait pas le droit de se servir de l'eau de la fontaine pour autre chose que pour la consommation de la place du puits neuf et du puits neuf que pour la consommation humaine. Hein. Et en fait, regardez les restrictions aussi pour toutes ces fontaines, c'est les puits, hein. On ne peut emporter l'eau qu'avec des cruches et des seaux, mais il n'est pas question d'aller chercher l'eau avec des tonneaux parce que pendant l'été, il n'y avait pas assez d'eau. Hein. L'autre problème des puits du village, c'est que comme il n'y avait pas de réseau d'assainissement, donc les gens descendaient du vieux village et ils allaient jeter leurs seaux hygiéniques, bon, pour la plupart, enfin pour beaucoup, en amont du village. Et donc, en amont du village, ça polluait les puits qui étaient dans le village. Hein. Donc il y avait des cas de typhoïde et en plus il y avait des dépôts d'ordures. Alors, les fameux seaux qu'on allait jeter le matin, c'était souvent les femmes qui allaient jeter les seaux hygiéniques. On appelait ça les jules. On voyait les dames qui allaient jeter les jules à la rivière. On jetait les jules et on jetait les escoubilles. Et les escoubilles, elles se jetaient de chaque côté du village, devant la maison où je suis né,
au Combel, et de l'autre côté du village, au Marane. Donc c'était les deux endroits où on jetait les ordures ménagères et où on jetait les silos hygiéniques, les fameux Jules. Ouais, vas-y. Et d'ailleurs, au Combel, quand je creuse dans mon terrain, je ressors des tas de trucs, hein, des vélos, tout ce qui a été jeté dans le ruisseau devant chez moi. Donc le ruisseau, le Lirou en crue, vous voyez, il n'arrive pas encore au niveau de la place de la Vierge, mais enfin, c'est pas loin, hein, et donc ça commence à faire peur. Alors, les niveaux des crues, donc sur la mairie, vous avez les niveaux. Le plus haut, 1933. Hein. Après, vous en avez un en 1907, un en 1982. Mais celui-ci, il est à 1,60 m au-dessus de la route. Hein. Donc, il y avait 1,60 m qui passait devant la mairie. Hein. Et vous allez voir qu'en passant, il avait emporté le portail de M. Vincent. Là. Donc ici, pardon, je vais te la passer. Donc on a demandé à la famille Vincent si c'est eux qui avaient ouvert le portail quand il y a eu l'eau. Ils m'ont dit il s'est ouvert tout seul. Hein, il a pas eu besoin. Et en passant, il a fait un gros trou là. Pour vous le situer, là j'ai mis une flèche, la boucherie est là-bas. Hein. Donc là, vous avez M. Ernest Vincent, qui était à l'époque qui a été maire des Mattel, et qui est l'arrière-grand-père de Romaric Vincent. Pour ceux qui connaissent Romaric Vincent, c'était son arrière-grand-père. Voilà. Donc c'est vrai que 1933, ça avait fait de gros dégâts. Et on n'a pas revu d'orage aussi fort depuis 1933. Donc on sait que c'est des trucs qui sont cycliques, qui arrivent tous les 100 ans. Bon. L'avantage de ne plus couper les bois, c'est que maintenant les arbres retiennent la terre aussi. Hein, et donc les rochers descendent moins, la terre est retenue, et donc on a un peu moins peur des inondations. Hein. Ah, passé trop vite, ouais. Alors voilà, ce que disait Robert, c'est qu'après 1933, regardez, le Lirou était encore plein de galets, hein, bien blanc là, tellement ça avait descendu des pierres. Hein. Si vous faites la comparaison avec la photo qu'on vous a passée tout à l'heure, où je vous ai parlé de la grand-mère de ma femme qui étendait le linge, le Lirou était vachement profond, et là tout a été rempli de cailloux. Mais Jean-Claude nous expliquera à la fin ce qui a été fait sur les bateaux. Donc deuxième partie, l'eau domestique. Donc alors, il manquait d'eau, il n'y avait pas assez d'eau pendant les étés. Hein. Donc on a commencé par faire des recherches. Donc le village s'est dit, on va faire des nouveaux puits. On a creusé au Combel, entre autres, hein, voilà, et il n'y avait pas assez d'eau dans ces nouveaux puits. On s'est dit, bon, puisqu'on n'a pas d'eau avec des nouveaux puits, on va agrandir les puits existants. Donc en 1905 et 1935, l'agrandissement du puits du Lirou, là on a mis aussi la citerne au-dessus, enfin le réservoir. En 1936, Michel Cambrai a débouché le puits commun, le puits devant le bureau de tabac. Mais après, en 1945, c'était pas suffisant, on est venu avec la dynamite faire pratiquement un deuxième puits à côté du premier. Hein. C'était tellement gros. Hein. Et en 1954 aussi. Et tout ça, ça ne suffisait pas, d'autant plus que le village augmentait. Hein. Enfin, pas encore trop, mais... Pas trop. Ouais. Bon, ici, donc le village a appelé des gens, le Spéléo-Club de Montpellier, M. de Joly, là, pour essayer d'aller voir dans le Lirou si on ne pouvait pas retrouver de l'eau. Bon, là, ils ne sont pas dans les entrées du Lirou, ils sont dans la vasque. Hein. Là, vous avez le niveau de la vasque quand elle est pleine. Hein. Donc voilà ici le Gaston Gras, hein, parce qu'il faisait tous les bons coups, lui, et Robert de Joly. Et donc ils sont rentrés en 1930 pour explorer. En 1938, ils ont fait un premier pompage, mais avec un tuyau qui était un peu trop petit et qui renvoyait l'eau presque devant l'entrée. Et on n'a même pas réussi, en 1938, à vider le siphon. Donc on ne savait toujours pas si c'était un siphon ou si c'était quelque chose d'important. Hein. Alors, en 1958, grande nouveauté, Robert va vous en parler. Alors, 1958, on a changé d'école et monsieur le maire, qui s'appelait Augustin Rocouli, a fait construire une nouvelle école
donc qui est l'ancienne école maternelle maintenant, mais qui était notre école primaire. Parce que moi, je suis allé à l'école en 58 dans cette école, et le premier jour où on a inauguré l'école, il y a eu une grosse inondation, le Lirou a débordé et l'eau est rentrée dans la cour de l'école. Il a fallu venir nous chercher sur le dos. Les parents sont venus nous chercher sur le dos pour pouvoir rentrer chez nous. Et rentrer chez nous, c'était compliqué. Sur la place du Lirou, on ne pouvait pas passer, il y avait trop d'eau. Descendre la rue de la Calade, c'était un torrent. Il fallait traverser par le vieux village, et le vieux village, pareil, c'était un torrent. Donc c'était vraiment compliqué, moi qui habitais de l'autre côté du village, de pouvoir retourner chez moi sans se faire emporter par les eaux. Alors, vous avez ici, ce qui est intéressant, c'est de voir, vous voyez où est la mairie, il y a toujours la mairie qui est là. Et en même temps qu'on a construit cette école, on a construit les fameuses douches. Il n'y avait pas le tout à l'égout, il n'y avait pas l'eau au robinet. Donc la municipalité avait décidé de faire des douches. Donc nous avions 4 douches ici, une communale, avec en prime, pour chauffer l'eau, déjà un premier chauffe-eau solaire qui a été mis sur le toit des douches et qui permettait de chauffer l'eau et d'avoir de l'eau chaude. Alors, on a exactement la même configuration, on avait exactement la même configuration au Triadou. Je pense à mon copain qui est là-bas au fond, qui est du Triadou. Il y avait exactement le même au Triadou avec 2 douches. Il n'y en avait pas 4, mais il y en avait 2. Mais le système de chauffage était le même. Donc, on voit bien qu'on appelait ça, nous, le Spoutnik à l'époque, quand on était gamin. C'était un chauffe-eau qu'on mettait sur le truc, et c'était chauffé par des panneaux solaires. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors là, vous voyez le tir des Matels. C'est là où j'habite. J'habite sur le tir des Matels. Le tir des Matels, on a retrouvé des écrits, c'était avant la guerre de 14. Les jeunes notamment s'entraînaient à tirer depuis la rampe de la palissade sur une cible qui était dans le tir des Matels. Et c'est pour ça que ça avait creusé un petit peu le truc. Maintenant, c'est l'explication qui a été donnée. Donc voilà. C'est bon. Oui. Donc c'est pour vous refaire voir le réservoir sur le puits du Lirou avec le tuyau qui court tout le long, qui arrive aux douches municipales. Hein. Donc c'était grand luxe à l'époque. Hein. Il n'y avait pas l'eau dans les maisons, mais il y avait déjà une douche chaude en bas du village. Hein. Alors, premier pompage du Lirou en 1938. Donc on n'a même pas fini de vider le siphon. Hein. Comme le siphon existait toujours, le Spéléo Club a envoyé Henri Lombard, qui en avait déjà franchi plusieurs dans d'autres exurgences. Hein. Mais le 8 octobre, il est mort dans le premier siphon en revenant. Deuxième pompage en 65. Alors là, le deuxième pompage a vidé complètement les siphons Lombard. Donc là, on s'est aperçu qu'une fois vidé, ça ne se remplissait pas tout de suite, et donc ce n'était pas pérenne pour mettre de l'eau dans le village. Robert, il est rentré derrière pour expliquer ce qu'il voyait. Alors, je vous ai dit que quand on était gamin, on était toujours fourré dans les trous des grottes. Et donc moi, en 65, lorsque le pompage a eu lieu, nous avions 15 ans. Et on était tous les jours au fond de la grotte. 2 fois par jour. On y descendait le matin, le soir, et on y descendait. Mais avant d'en arriver là, par rapport à Lombard, on peut revenir en arrière par là. Voilà. Henri Lombard est mort donc le 8 octobre 1950. Il a fallu le sortir du siphon, parce qu'il était coincé dans le siphon. Il a fallu qu'il se débrouille pour le sortir. Et ensuite, ce sont des Matelois qui sont allés le chercher, qui l'ont remonté des galeries. Et j'ai retrouvé le nom des personnes qui étaient allées chercher Henri Lombard au fond de la grotte. Donc il y a des noms qui vont vous parler à certains. Il y avait Trinquier qui était l'instituteur. Il y avait Joseph Arnaud. Il y avait Albert Vincent. Émile Arnaud. Joseph Rousse. Blaise Russo. Henri, Élie et Joachim Gracia, qui était le grand-père de Jean-Michel Gracia. Georges Lachaud, André Sade, on a enterré sa femme il n'y a pas très longtemps, Gaston Grasse bien sûr, et Monsieur Leroy qui était un spéléologue et un autre spéléologue. Voilà le nom des personnes qu'on a retrouvées dans les journaux de l'époque qui citaient les personnes qui étaient allées chercher Henri Lombard au fond du... Alors, rendez-vous compte,
Pour nous qui étions gamins à cette époque, enfin plus tard, donc là il est mort en 1950, moi c'est là où je suis né. Donc après, quand nous on allait dans les grottes, nos parents nous disaient surtout n'allez pas dans la grotte, c'est banni ce truc, il faut surtout pas aller dans cette grotte. Et donc c'était un petit peu compliqué. Alors on était un petit peu vaurien parce que malgré les interdictions, on allait dans les grottes. Et pour pas se faire piéger, on mettait les pantalons à l'envers, on mettait tous les habits à l'envers, on descendait dans les grottes, on était plein de glaise, on ressortait, on remettait les habits à l'endroit, et ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais le problème, c'est que nos mères, elles faisaient la vaisselle avec les lessiveuses. Et quand la lessiveuse se mettait à bouillir, il y avait plein de boue qui sortait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où tu es allé? Et on se faisait engueuler. Voilà, excuse-moi. Alors, le pompage, donc c'est fait entre le 10 et le 12 juillet. Ce sont les Matélois, les hommes matélois qui ont descendu la pompe, une pompe vachement puissante, les tuyaux, les câbles électriques pour pouvoir faire le pompage. Le pompage s'est très mal passé au départ parce que on a commencé à pomper et heureusement les spéléologues avaient eu la bonne idée de teinter l'eau. Le pompage rejetait l'eau devant chez Louis Berton, là, pratiquement au milieu de tes oliviers. Et le lendemain, on s'est aperçu que l'eau elle était redescendue en bas. Donc il a fallu pousser les tuyaux un petit peu plus loin pour éviter que l'eau redescende dans le circuit et ils ont réussi à pomper complètement le siphon. Donc l'idée de pomper le siphon, c'était de se dire, est-ce que c'est une source ou est-ce que c'est vraiment une poche d'eau qui est maintenue par le calcaire? Et malheureusement, c'était qu'une poche d'eau qui était maintenue par le calcaire. Et lorsqu'on a pompé, donc moi j'ai réussi personnellement à descendre dans ce fameux siphon qui a été pompé, on a vu les roches qui étaient vachement saillantes et on a compris pourquoi le spéléologue s'était coincé dans ce siphon, parce que c'était des roches très pointues et il a accroché son scaphandre sur ces fameuses roches et il n'a pas pu s'en sortir. Et on a même retrouvé sa lampe a été remise au Spéléo Club de Montpellier. Donc on s'est rendu compte que là c'était fichu pour les siphons et on ne trouvait pas d'eau. Hein. Donc comme l'accès en amont du boulet d'eau n'existait pas encore, ben, on a été avec un syndicat de l'eau, on a lancé l'adduction d'eau courante avec de l'eau qui venait du Mas Noir près de Notre-Dame de Londres, hein, qui descendait le long de la route de Ganges, qui descendait et en même temps, la bonne idée, c'est qu'on n'avait pas non plus l'assainissement. Donc à creuser pour faire venir l'eau, on creusait un peu plus profond. Et au fond, on mettait les égouts et un peu plus haut, parce que l'eau doit toujours être au-dessus des égouts, hein, en cas de fuite. Et donc l'assainissement a été mis en place en même temps, donc en 1966. Alors, contrairement voilà, aux autres villages du coin, Saint-Gély n'avait pas le tout à l'égout. Ils ont mis l'eau, mais ils n'ont pas mis le tout à l'égout. Donc en 65, et on a été le seul village des Matels à mettre le tout à l'égout parce que comme le village est très plein de roches, à faire des tranchées, on faisait une tranchée une seule fois et on enterrait les deux. L'eau venait donc de derrière le Pic Saint-Loup, comme tu viens de le dire, et elle venait aussi de la Fleurette, une source qui est sur Saint-Vincent de Barbérargues. Donc ça a été les deux alimentations pour toute l'intercommunalité, que ce soit Saint-Gély-du-Fesque, Viol-le-Fort, surtout Viol-le-Fort, qui eux, alors vraiment, ils n'avaient aucun puits-source à Viol-le-Fort. Ils fonctionnaient que sur sur les citernes. Ils récupéraient l'eau des toits et ils avaient des citernes pour avoir de l'eau pour pouvoir fonctionner. Donc ça fonctionnait que comme ça. Donc c'était vraiment, quand on dit repas, on se dit on vivait vraiment, c'était vraiment compliqué. Hein. Alors, je continue, pardon. Je continue. Parce que là, on arrive en 1966. Donc en 1960, le village avait 320 habitants. Ce qu'il faut se dire, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de la guerre de 40 où il n'y a plus d'exploitation des bois, donc il y a eu disparition des ouvriers qui travaillaient dans les bois, donc il n'y avait plus personne qui travaillait dans les bois. 58, les gelées de 58, toutes les vignes qui gèlent.
56, pardon, 56. Les vignes qui gèlent, les oliviers qui gèlent, les viticulteurs se séparent de leurs ouvriers parce que c'est plus vivable. Donc on se retrouve dans un village qui est en train de mourir. Donc moi je suis allé à l'école jusqu'en 1964 au Mattel. En 1964, on avait une classe unique qui allait du CP au certificat d'études. Dans la classe, on devait être une vingtaine d'élèves. Donc c'était vraiment le désert complet. Donc vous avez le village qui se situe avec tout autour du village les caves des viticulteurs, dont la cave de Monsieur Rousse, toute la cave de Monsieur Théron qui était par ici. Donc toutes les caves qui étaient autour du village. Et au milieu du village, il y avait la population battelloise. Alors, avec la population d'Italiens et d'Espagnols qui étaient arrivés, qui vivaient dans le vieux village, et il y avait une convivialité qui était extraordinaire. Parce qu'il y avait des Matellois qui restaient aussi dans ce truc, et les gens se parlaient à travers les fenêtres, comme les rues sont étroites, ça discutait, ça se passait des trucs, il y avait vraiment une très très bonne convivialité entre les différentes populations. Mais bon, là, on se retrouvait complètement coincés, et donc je vous garantis que nous, on a été contents quand on a commencé à avoir des gens qui se mettaient à construire. Parce que c'était vraiment le désert. C'était le désert. Et donc la question qu'on s'est posée après, quand ça a commencé à se construire en 1970, aux alentours des années 70, c'est qu'on a commencé à créer le foyer rural en 1971. Foyer rural qui voulait créer des activités pour la population qui arrivait, mais notre problème à nous, c'était de savoir qui on allait recevoir, qui allaient être les gens qui allaient arriver, est-ce qu'ils allaient avoir des enfants, quelles allaient être leurs demandes en matière culturelle, en matière... Donc, et on voyait Saint-Gély qui s'agrandissait, et nous qui restions un petit cocon, donc c'était un petit peu compliqué. Mais bon, c'était vachement intéressant de voir comment ça a évolué, et on a été content de vous voir arriver les uns et les autres. Donc là, sur la photo, si vous regardez les Combelles, là maintenant il y a 25 maisons, hein, il n'y avait aucune maison, il n'y avait que la cave de Charlie Roux. Hein. Autre point, regardez le paysage, regardez, vous voyez des pins là ? Et là, actuellement, là maintenant, là, toute cette colline là qui monte au château d'eau, il n'y a que du pin d'Alep, qui attend qu'une allumette pour prendre feu l'été. C'est catastrophique. Il y a des pins partout, qui ont tout envahi. Alors qu'à l'époque, les bûcherons, les boscatiers, ils avaient horreur des pins. Dès qu'ils voyaient un pin, ils le coupaient. Ils ne laissaient jamais un pin dans le bois. Et là, maintenant, quand on voit le paysage, comme il a évolué, ça devient vraiment compliqué. Et on a des questions à se poser, je pense. Là, ce que vous voyez en bas, c'est l'eau qui est arrivée derrière le Pic Saint-Loup, qui, avant d'aller au village, monte ici, au château d'eau. C'est la tranchée d'eau qui va au château d'eau. D'accord ? Donc maintenant, le siphon terminal du Hirou. Hein, c'est là où on a vraiment trouvé de l'eau. Hein. Mais avant 92, on ne pouvait pas y aller. 82, on ne pouvait pas y aller. Hein. Donc, comme a expliqué Robert, il a fallu des semaines à faire sortir les rochers. Hein. Et donc, il a été exploré en plongée par ces 3 personnes-là, entre mai et octobre. Là. Donc, 78 mètres de profondeur sous la surface, hein, et sur 350 mètres de long. En 87, donc on était sûr qu'il y avait de l'eau, on fait un premier forage, mais il était apparemment un peu trop près de l'entrée de l'eau, quoi. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure, on est allé voir avec M. Bourgeois, M. Vestier, tout ça. Et à partir de là, on a appelé ce forage de pompage du Suquet-Boulidou. Hein. Et en 89, donc, il y a un second forage beaucoup plus profond, 144 mètres. Hein. Et celui-là, maintenant, on peut pomper. Hein. Voilà ce qu'on pompe, hein, regardez. 3600 mètres cubes jour. Hein. Donc, et on ne le vide pas. Donc, on a de la ressource. Hein. Bon, par contre, ce qu'on a appris un peu plus tard, nous, par rapport à notre premier exposé, c'est qu'on ne boit pas l'eau du Suquet au Mattel. Hein. On vous expliquera après.
Donc là, pour vous le situer, là vous avez la route de Ganges, là vous avez la Déridière avec le Grand Boulidou, hein, et là, quand on monte dans la colline, on voit un petit bâtiment, c'est le forage et un réservoir. Alors il y a le réservoir, mais il y a aussi une usine de traitement là, hein. C'est-à-dire on traite l'eau. Hein. Et après, l'eau du Suquet part sur donc, une dizaine de communes, mais pas des Matels. Donc d'où vient notre eau, hein, pour les 26 communes, hein. Donc c'est surtout bien sûr la source du Lez et 52%. Hein. Après il y a tous les forages, partout, il y en a un paquet là. Et le deuxième le plus important, c'est chez nous, le Suquet. Hein. Il faut savoir aussi que la source du Lez maintenant est chez nous. Enfin la pompe. Parce que ça s'arrêtait à la sortie de la source du Lez, mais on pompe un peu plus en amont et c'est au Matel. Alors, dernière chose, presque, on arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Voilà l'évolution de l'eau. Hein. En 2016, on n'avait que 850 abonnés, donc déjà au compteur, on va dire. Hein. Et en 2021, on était beaucoup plus, 942, pourtant on dépensait moins d'eau. En bleu, c'est la consommation d'eau. Hein. Même chose par abonné. En 2016, par abonné, en moyenne, 162 mètres cubes par an. Et maintenant, on arrive, en économisant l'eau, à être à 131 mètres cubes par an. Hein. Bon, il y a des explications. On me dit que les machines, le lave-vaisselle, ils consomment moins que ce qu'on faisait à la main. Vous voyez, les machines, les lave-linges, ils sont économiques en eau aussi. Hein. Enfin, toujours est-il qu'on arrive à protéger l'eau Donc voilà, la dernière image, on peut se baigner, vous voyez, parce que quand c'est plein d'eau, là, il y a des enfants qui sautent. Hein, et après, en dernier, on va vous mettre une diapo, il y a plein d'explications, mais vous les lirez quand vous voudrez. Parce que... Alors, il faut savoir par rapport au Lirou, le Lirou a coulé énormément tout l'été, en 1963 et en 1968. Donc pour nous, les gamins qui étions des gamins à l'époque, notre piscine, c'était le Lirou. On allait se baigner là, et c'est là qu'on a appris à nager. Et donc l'été, l'eau est tellement froide que l'été, on faisait brûler des chaînes à kermesse. Et quand on sortait de l'eau, on se chauffait autour des chaînes à kermesse qu'on faisait brûler. Alors il faut savoir que le Lirou a coulé cette année 2 fois au mois de septembre. Il a coulé 3 jours. Alors, il a coulé pourquoi? Parce qu'il y a eu des inondations à Saint-Martin-de-Londres qui a fait que ça a alimenté le réseau calcique dessous et ça a permis au Lirou et à la source du Lez aussi de pouvoir couler. Donc il a pu recouler depuis, alors qu'à l'époque on disait quand le Lirou arrive avant la Toussaint, il va couler 2 fois dans l'année. Et bien là, je me targue de revoir couler le Lirou. Je ne sais pas si on le reverra couler cet hiver. Donc, on a vraiment du souci à se faire parce que ça commence à devenir catastrophique. Et je crois que nos réserves en eau ne sont pas, cette année, au mois de janvier, ne sont pas terribles. Voilà. Une dernière chose. Donc, pardon. Oui, on parle de l'eau, là, des baignades. Dans les années 80, alors je ne saurais pas dire exactement quelle année, il avait coulé tellement longtemps que les poissons étaient remontés du Lez. Et moi, j'ai attrapé une centaine de poissons dans ce trou avec mon fils. Là, donc, après, j'en ai revu 1 ou 2, puis après, c'est fini. Là, maintenant, ils n'ont pas le temps de... Ça coule pas assez longtemps, ils n'ont pas le temps de remonter. Encore 2 détails. Donc, la surface de nos terrains où l'eau rentre, la pluie, 400 km² autour de nous. Hein. Ça fait beaucoup quand même, hein. Mais malgré tout, il faut qu'il pleuve. Hein. Ensuite, alors, nos sources et nos forages suffisent habituellement à alimenter les 26 communes. Et quand il n'y en a pas assez, mais c'est très peu, hein, on utilise l'eau du Baronne, jusqu'à maintenant 1,8% des besoins des villages sur les 5 dernières années, 1,8% venant du Baronne. Tout le reste, on arrive à boire de la bonne eau de chez nous, quoi.
Et donc, les matels sont alimentés par le réseau du Lez, mais pas par le Suquet. D'accord ? Et seulement en cas de secours par le Suquet. Alors, les équipements sanitaires, dans le temps, en 1942, un foyer sur 10 avait l'eau courante, pas plus. Hein ? En 1954, 6 foyers sur 1000 avaient l'eau, un WC et une douche. Et en 1962, 58% des foyers ont l'eau, 16% un WC et 13% une douche. On avait plus besoin d'aller aux toilettes que de se doucher. Et en 1968, on arrive quand même à avoir un foyer sur 2 qui a une salle d'eau et un WC. Hein ? Voilà les détails. Après les crues, bon, si ça intéresse les gens, on a encore de renseignements. Maintenant, si vous êtes d'accord, chacun peut poser des questions. Je me promène avec le micro. Hein ? Il y a M. Vidal qui voudrait parler de... Merci tout le monde. On donne la parole à M. Vidal. Vous méritez bien ces applaudissements. En tout cas, moi je tiens à vous féliciter très sincèrement pour tout ce que vous avez présenté. Vous laisserez au moins des mémoires pour les générations futures. Ça nous manque. Et de plus en plus, il n'y a pas que vous, mais vous donnez largement votre part, qui cherchent. Et on va faire un recueil précieux de tout ce qui s'est passé au Mattel il y a plus de 100 ans en arrière. Bon, alors en ce qui concerne l'eau, évidemment, de tout temps, le Lirou a causé de gros dégâts au village des Mattel, avec des drames également. Vous l'avez cité, c'est les inondations de 1933 qui ont le plus marqué ces gros dégâts, à cause du pont notamment qui était trop étroit et qui a cédé sous la pression de l'eau. Mais moi, je voudrais vous parler de 1976, qui a quand même été important, hein, puisqu'il y avait quand même 30 ou 40 cm dans la mairie. Voilà, je me souviens, c'était en fin de matinée, une trombe d'eau qui est arrivée, en fin d'après-midi, pardon. Une trombe d'eau est arrivée, on ne voyait pas l'air, il n'y avait que de l'eau qui coulait. Ça a été, et la rivière s'est mise à verser très rapidement. Dans l'affaire de 3 quarts d'heure, 1 heure, la rivière a versé. Donc, en 1976, ce qui s'est passé aussi, les écoles, Madame Dubois et mon épouse Noël, ont eu l'initiative de faire sortir les élèves, hein, parce que quand elles ont vu que l'eau arrivait à les rentrer dans l'école, elles ont fait sortir les élèves par derrière, et les escaliers qui de part et d'autre de la mairie montent aux étages supérieurs, par là, elles ont fait monter les élèves qui étaient au moins à l'abri. On ne savait pas si l'eau allait continuer à monter ou pas. Voilà. Moi, je me souviens aussi, j'étais premier adjoint à la mairie, je suis entre 2 accalmies, je suis retourné à la mairie, me souvenant je n'ai pas vécu 1933, mais me souvenant de tout ce qui avait été dit, toutes les archives de la mairie qui ont été la plus grosse partie des archives de la mairie, c'est pour ça qu'on n'a pas grand-chose au Mattel, elles ont été noyées sous l'eau. Donc j'avais les clés, je suis vite rentré, tout ce que j'ai pu, les dossiers, les machines à écrire, je les ai montés sur les armoires en disant peut-être l'eau n'arrivera pas si haut. Voilà. Et au moment où je voulais retourner chez moi, eh bien, la trombe redoublait et la descente du jeu de ballon était telle que je n'ai pas pu traverser pour aller chez moi. J'ai reculé, j'ai pris mon élan et en courant, je suis arrivé à passer, mais je ne savais pas si je n'allais pas être emporté. Bon, il fallait rentrer à la maison quand même. Voilà, ça c'était... Et puis alors, je ne vous dis pas tout ce qui s'est passé aussi dans les vignobles, hein, une vigne au cimetière, voilà. 300 pieds de vignes qui ont été recouverts par le gravier parce que les murs de protection des cultures ont cédé. Et donc l'eau est rentrée à recouvert de gravier les vignes, tout ça. Ben ça a été... Et on n'avait pas terminé les vendages. Au premier fil porteur, c'est-à-dire à 80 cm, les raisins ont été limonés, c'est-à-dire qu'ils n'ont été bons que pour la distillerie. Le vin a été invendable. Voilà. C'est pour dire qu'il y avait énormément d'eau. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que donc, pour se protéger un peu de tout ça, au cours de... Là, ça remonte plus tôt, c'est dans la fin des années 1970,
sous la municipalité d'Augustin Recouli, à qui je voudrais rendre hommage, car c'était un maire courageux. Voilà, nous avons entrepris le nettoyage du Lirou, et j'étais particulièrement chargé de ce dossier, de la grotte du Lirou jusqu'au pont romain. Nous avons nettoyé le Lirou, enlevé tout le gravier jusqu'à la roche, parce qu'en dessous du gravier, il y a souvent de la roche. Et je me souviens, il y avait plusieurs belles mécaniques, des nourriades de camions qui ont sorti le gravier de la rivière et qui sont allés le porter dans les chemins communaux qui étaient des bourbiers l'hiver. Donc on a engravé par là même tous les chemins communaux, y compris le chemin de la Raillerette là, qui part du rond-point de la Sorre et qui va jusqu'aux écoles. Après un décaissement de 50 cm, on a rempli cette fouille. Et si vous pouvez le remarquer, ça ne s'est jamais dégradé. La route tient toujours. Et ça a fait une économie très importante pour la commune, bien sûr. Voilà, donc on a nettoyé tout le Lirou jusqu'au pont romain. Et en plus, on a fait deux barrages en gabion sur la Déridière. Parce que c'est la Déridière qui crée les inondations, c'est pas le Lirou. Comme tu l'as très bien dit, il y a un trou, quand le trou il sort à plein, il ne peut pas sortir davantage. Mais c'est tous les ravins qui arrivent là-haut du Pic Saint-Loup qui font que la Déridière est 3 ou 4 fois plus grosse que le Lirou. Voilà. Et donc, nous avons créé deux barrages en gabion, pas très hauts, 1 mètre de haut, en travers du lit. C'était des pièges à gravier. Le gravier, l'eau passait par-dessus, mais le gravier était arrêté. Et d'ailleurs, si vous allez voir sur celui qui est le plus en amont, maintenant, il y a une épaisseur de gravier extraordinaire. Mais ce serait intéressant de l'exploiter. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas couper une violette. Si vous coupez un arbre dans la rivière, vous allez en prison. Alors, mais on marche sur la tête, complètement. Voilà. Donc... Et ces barrages en gravion ont été d'une grande utilité. Voilà pour quelques témoignages, mais il y en aurait tellement à dire. D'autres questions? Toujours dans le témoignage de Jean-Claude, mon grand-père me disait qu'en 1933, lorsqu'il y a eu les inondations, il pleuvait tellement, il y avait un gros orage, l'orage était resté sur le village. Il pleuvait énormément, beaucoup d'eau, des coups de tonnerre, tout ce qu'on voudrait. Et lui, il avait le sentiment que la colline se démolissait derrière. Ça faisait un bruit infernal. Et après, on a su pourquoi il avait ce sentiment-là. C'est que la colline avait raviné tous les rochers. Tous les rochers étaient descendus. Et il reste encore des stocks chez Louis Berton. Et il reste des stocks dans la Combe de Grasse. Dans la Combe de Grasse, il y a un stock de cailloux qui est énorme. Donc c'était ça qui avait provoqué ça. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Non? Arnaud? Ouais? Allez, Arnaud. Non, il n'y a pas de questions? Bon, je croyais. Qui c'est qui voulait parler? Par rapport aux incendies, pourquoi on ne peut pas couper un peu ces pins? Le problème, c'est qu'on n'est pas sur des bois publics. Tous les bois que vous avez tout autour des Matels, ce sont des bois privés. Et donc, c'est difficile ça serait des bois publics, on pourrait intervenir, on pourrait demander d'intervenir, mais là, c'est des trucs qui sont privés. C'est des trucs qui sont privés, mais on voit bien qu'à un moment donné, ça va nous impacter parce qu'on a des bidons d'essence là qui sont répartis tout autour du village et qu'un jour ou l'autre exploseront, quoi. C'est ça le problème. Oui, la zone à l'ouest, c'est zone Natura 2000. Et donc, c'est difficile de... Je vais vous faire remarquer quand même qu'il y a une loi sur la protection des incendies et que les nettoyages sont faits par les dernières maisons, dont je suis une des dernières maisons, et je suis assujetti à nettoyer au moins 2000 m², si ce n'est plus,
parce que c'est difficile dans la garrigue de savoir, tout ce qui est à 50 mètres de ma maison, de mon accès et tout ça. Donc il faut savoir que ce sont les particuliers qui bordent les collines, qui nettoient dans les terrains qui ne leur appartiennent pas. Et dans mon cas, ça me coûte chaque année, on va le faire mardi, ça me coûte 2000 € chaque année. Voilà, pour la protection du village, pas pour la mienne, parce que on est extrêmement attentif à ce qu'il ne se passe rien. Quand il y a eu un incendie, c'était un barbecue qui était fait près de la source. Il y a eu un incendie qui est passé juste à côté de lui. Hein. Et bon, c'est vrai que ça protège nos maisons, mais c'est nous qui payons pour des terrains qui ne sont pas à nous. Enfin. Toutes les questions? On n'a pas tout dit, hein, mais on s'attendait à ce que vous nous posiez plein de questions. Hein. Bon, mais écoutez, s'il n'y a plus de questions. Ouais. Simplement une petite modification de ce que vous avez dit concernant le réservoir qui est en bas de la rue de la Palissade. Voilà. Vous avez dit qu'il servait à alimenter la douche. C'est vrai mais il servait surtout à remplir les citernes des viticulteurs. Et moi, je me souviens des queues, à faire la queue pour remplir la citerne, des queues de 20-30 mètres. Plusieurs charrettes, les unes derrière les autres, qui attendaient leur tour. Ce réservoir, il servait surtout à ça. Voilà, c'était Oui, ce que dit Jean-Claude, c'est que le puits du Hirou, c'était ce réservoir de 30 hectos. Il ne servait pas que pour les douches municipales. D'abord, il a servi aussi à un lavoir. Il y avait à côté, avant les douches, il y a eu un lavoir. Et après, il y a eu les douches municipales, mais il y a aussi, au lieu de pomper dans le puits commun, on pouvait se servir de ce réservoir qui venait du puits du Hirou. D'autres questions? Non, mais ça va se faire. Si on n'a plus d'eau avec nos sources, est-ce qu'on pourrait, jusqu'à quel niveau on pourrait avoir l'eau du Baronne? Voilà, donc la question de... Voilà. S'il y a plus, combien on pourra... Sa question, c'est si on n'en a pas assez avec nos sources, combien on pourra tirer dans le Baronne? Parce qu'après, s'il n'y a plus d'eau en bas du Rhône, on aura tout bu. Non, mais la question, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il en pense, ce spécialiste? Il y en a, il va vous dire. Oui, non, mais donc effectivement, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a un droit d'eau qui a été instauré en même temps que la déclaration d'utilité publique d'exploitation de la source du Lez. Donc là, actuellement, donc c'est la Régie des eaux qui opère l'exploitation du captage de la source du Lez et donc ramène après traitement sur Montpellier un maximum de 167,5. Ne me demandez pas pourquoi il y a un 0,5 litres par seconde maximum qui peut être redistribué sur les communes du Grand Pic Saint-Loup. Alors ça représente quelque chose, faudrait faire le calcul, mais une dizaine de mille, je crois, de mètres cubes par jour. Donc ce qui est quand même relativement considérable. Donc ça constitue un maximum. Et cette eau, justement, donc, est constituée majoritairement de la source du Lez, sauf effectivement, quand le niveau est trop bas, y compris dans la source du Lez, ce qui arrive en règle générale en fin d'été, début d'automne. Je dis en règle générale parce que ces derniers temps, c'est pas simple. Non, on n'est pas quand même sur le Baronne. Et donc voilà, donc et le Baronne donc secourt la métropole de Montpellier et donc par ricochet les communes du Grand Pic Saint-Loup et les capacités d'approvisionnement avec le Baronne vont être augmentées puisqu'il y a une usine en construction au-dessus du Zénith, sur le secteur de Vallée d'Eau à Montpellier. Et cette usine va permettre d'alimenter jusqu'à 750 litres par seconde le Baronne, plus les 400 qu'on est capable de faire sur l'ancienne usine qui est au Bois de Montmort. Donc ça nous fait 1100 litres par seconde. Alors j'imagine qu'effectivement les litres par seconde c'est pas très parlant, mais alors pour nous c'est tellement parlant que j'ai du mal à faire autrement. Mais voilà, donc et ça représente cette capacité 80% du débit de pointe des besoins de la métropole, y compris du Pic Saint-Loup. Voilà, c'est-à-dire que si vraiment tout allait mal et que la source du Lez ne peut plus rien donner,
on serait capable de secourir à peu près 80% des besoins de pointe. Voilà, donc ça voudrait dire peut-être qu'il faudrait un peu quand même économiser de l'eau au plus fort de la consommation, qui est en général au mois de juin. Vous avez vu quand même qu'on arrive à économiser, puisqu'avec plus d'abonnés, on consomme moins. Merci Arnaud pour tous ces renseignements. Oui. Oui, on a vu arriver l'eau du Baronne, pas à nos robinets, mais on l'a vu arriver par une canalisation jusqu'en gros, pour l'arrosage à vocation agricole, jusque devant Notre-Dame-des-Champs. Ça s'est arrêté là. On a entendu dire, assez longtemps, qu'on allait continuer en passant par les Mattel, Saint-Gély et faire un bouclage du nord de Montpellier pour l'eau. Donc, est-ce que ça, c'est toujours dans les cartons? Et deuxièmement, est-ce que cette eau pourrait pas servir en cas de pénurie à alimenter le village des Mattel? Parce que c'est une autre canalisation, ça vient du Baronne, ça passe pas via Montpellier, je pense pas, quoi. Ça passe via Saint-Mathieu-Tréviès. Il y a beaucoup de questions à l'intérieur, là, mine de rien. Alors, je vais préciser que je ne suis pas complètement compétent quand même sur le sujet, parce qu'on est sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup et que je travaille, moi, à la Régie des eaux, donc je vais prendre quelques précautions oratoires. Le réseau du Baronne, effectivement, il arrive à peu près jusqu'à Notre-Dame-des-Champs. On est en bout de ce réseau, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de débit disponible actuellement. Après, il y a deux projets qu'il faut avoir en tête. Donc, ce projet, c'était le projet lié à Aquadomicia, celui donc de la compagnie d'aménagement du Baronne, qui avait effectivement un projet de boucler son réseau nord, qui arrive du côté de Jacou-Terran, sur son réseau sud, qui repart après très, très schématiquement sur Béziers et Narbonne. Et c'est ce qu'on appelait le Manum, le maillon nord-ouest de Montpellier. Donc ça, c'est plus ou moins abandonné. C'est une chose qui se fera jamais. C'est un réseau qui serait passé vers justement les terrains du Pic Saint-Loup, qui aura pu arroser le golfe de Saint-Gély et puis reboucler sur le Gras belge, Saint-Georges, où il y avait de la demande en eau pour la vigne. Mais ça, je pense que ça ne se fera pas. En tout cas, c'est pas actuellement envisagé. Et après, il y a le schéma directeur d'eau brute du Grand Pic Saint-Loup. Donc, c'est une étude qu'a réalisée notre communauté en 2018, avec un schéma qui a été approuvé par l'Assemblée communautaire. Et alors, il faudrait là regarder un peu plus les documents, mais je crois que la priorité serait plutôt de repartir de Montaut, où le réseau du Baronne est assez conséquent, et après de remonter vers la plaine pour aller sur les vignes au nord. Voilà. Des questions au fond, non? Personne? Voilà, c'est sur ce truc, hein, c'est pour rappeler un petit peu la géologie simple. Hein, donc actuellement, comme disait Arnaud, on était à 1,8 qu'on tire du Baronne. Alors habituellement, c'est en été, mais là, c'est en ce moment aussi. Hein. Non? Non? Ah, j'ai pas bien compris. Alors. Mais nos sources sont... Enfin, pas nos sources, nos calciques sont là. On n'est pas, mais pas suffisamment pour justifier une remise en route de l'alimentation avec le vin. D'accord. Et c'est exceptionnel, parce que d'habitude, en cette saison, c'est rempli d'eau. Ça devrait être rempli d'eau. Alors là, il ne pleut pas. Il ne pleut pas, c'est catastrophique. Sur le ruisseau en bas de chez moi, le ruisseau qui arrive dans le Lirou, j'ai mis un petit pont. Quand vous allez voir la grotte, ce petit pont, il servait parce que quand le Lirou coulait, ça remontait dans le ruisseau et qu'on ne pouvait pas passer. Donc ce petit pont, actuellement, il ne sert plus. Hein. Donc on a filmé la soirée là. Le film va être monté et il sera donné à la médiathèque qui l'exploitera pour que si vous voulez si d'autres personnes veulent le consulter, on pourra le consulter à la médiathèque. Et c'est mon fils qui va se charger de faire le montage et qui le remettra à la médiathèque. Voilà. Donc on laissera un morceau d'histoire dans le truc.
Voilà. Merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre assiduité et de votre écoute.